quelques questions venant des lycées pour vous deux. Deux questions pour Monsieur Audran. Alors, Francis du lycée Maurice Varel à Paris. Francis, il est là, Francis ? Francis, donc, oui, je ne vois pas trop bien s'il est dans la salle. En tout cas, je vais poser la question de Francis. Il voudrait connaître les effets du dopage à plus ou moins long terme. Alors, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question. Les effets du dopage sur la santé, ils dépendent de 3 facteurs. Ils dépendent de la substance que vous prenez. Il y a des substances plus toxiques que d'autres. Il dépend de la dose à laquelle vous prenez cette substance. Plus la dose est élevée, plus la toxicité sera élevée. Et il dépend du nombre de cures que vous faites avec cette substance. Donc, c'était quoi là ? C'était effet du dopage à plus ou moins long terme. Voilà, donc, plus vous aurez recours au dopage, plus vous aurez des risques de toxicité de la substance. Et alors, donc il y a Tijuan Sim Benluc, qui est élève de première du lycée Galilée de Gennevilliers, mais de toute façon, il veut que ce soit l'animateur, en l'occurrence moi-même, qui pose la question pour lui. Il ne veut pas se montrer. Il veut savoir si le passeport biologique de l'athlète a été mis en place pour le Tour de France. Et c'est la première partie de la question. La deuxième partie étant quelle est son efficacité pour détecter le dopage ? Alors, le passeport biologique de l'athlète, je suis passé rapidement, il a 3 modules. Il y a un module hématopoïétique, donc c'est les analyses de sang, et ça consiste à rechercher le dopage sanguin. Le dopage sanguin, c'est l'érythropoïétine, ses dérivés, les substances, les stimulateurs d'HIF dont je parlais tout à l'heure. Donc, uniquement le dopage sanguin et accessoirement la transfusion sanguine qui est quand même assez difficile à voir. Après, il y a un module stéroïdien. Ce module stéroïdien, il est là pour surveiller essentiellement la prise de stéroïdes anabolisants endogènes administrés de façon exogène. Celui-là, il a été mis en place en 2014 et tout dernièrement, depuis l'année dernière, 2023, il y a le module endocrinien qui surveille la production d'hormones de croissance et d'IGF-1. Voilà. Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, seul le module hématopoïétique a donné des résultats. Bon, il est en place depuis 2010 quand même. Il a été mis en place sous la pression des cyclistes de l'UCI, dans l'Union cycliste internationale. Et on doit en être autour de 200 et quelques cas positifs uniquement à cause du passeport. Et on a pu éliminer de cette façon beaucoup d'athlètes russes, essentiellement chez les femmes, des coureurs de fond, pas mal d'athlètes kenyans sur les marathons, kenyans et autres athlètes africains. Oui, ça marche pas mal du tout. C'est efficace. Et alors, vous n'avez pas répondu, je crois. Est-ce qu'on l'a appliqué pour le Tour de France ? Ben oui, ça s'applique, ça s'applique continuellement depuis 2010 pour l'hématologique. Les deux autres sont un petit peu plus compliqués à interpréter. Enfin, à aboutir à des accusations de dopage, mais c'est de l'interprétation. Alors, pour Madame Margaritis, j'ai Denis Rodin du lycée Maurice Ravel. Est-ce que Denis Rodin est là ? Voilà, Denis va poser sa question. Bonjour. Bonjour, Denis. Moi, j'ai une question. L'alimentation du sportif comporte-t-elle des périodes de jeûne avant des performances physiques ?
Alors, le jeûne, c'est une stratégie nutritionnelle et c'est un régime un régime alimentaire qui n'est pas un régime alimentaire classique. Donc, c'est ce que la question, c'est est-ce qu'il doit comporter des périodes de jeûne? Quand on parle de jeûne, c'est une durée assez longue. Hein. Le jeûne entre 2 repas, 3-4 heures, ça ne s'appelle pas du jeûne. Donc, je pense qu'on parle de jeûne de 9, 10, 11, 12 heures. On commence à parler de jeûne, par exemple, pour le jeûne nocturne, qui est très long. Il n'y a pas de nécessité et ce n'est pas forcément non plus conseillé de jeûner avant une épreuve longuement, puisque si on jeûne longuement avant une épreuve, on commence, entre guillemets, à prendre dans les réserves et ça veut dire qu'on va commencer la compétition avec un niveau de réserve, notamment de ce qu'on appelle le glycogène musculaire hépatique, par exemple, qui est dans notre muscle et dans notre foie, qui normalement, avant une épreuve, surtout si c'est une épreuve de longue durée, doit être au maximum. Donc si je jeûne avant, finalement, c'est contre-productif, donc je démarre avec des niveaux bas. Voilà, j'ai essayé de faire un peu simple, mais c'est l'idée. Alors, nous allons peut-être nous limiter à encore 2 ou 3 autres questions maximum avant de passer à la suite. Oui, Paul Rigny. Prends le micro parce qu'on ne t'entend pas. Oui, j'aurais une question pour Monsieur Audran, et plus particulièrement sur l'aspect réglementaire du dopage. Quand un laboratoire est convaincu de la présence de la prise d'un dopant par un sportif ou par quelqu'un, il le transmet, je suppose, à une autorité légale. Et comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que l'autorité légale, elle est nationale, elle est locale? Est-ce qu'il y a une concertation internationale? Comment ça se passe à cette étape-là? Les deux sont vrais. Vous avez donc la décision de faire des contrôles antidopage dépend d'une autorité, qui peut être une autorité nationale, en France, l'Agence française de lutte contre le dopage, par exemple, mais pour des événements comme le Tour de France, c'est l'Union cycliste internationale, c'est la fédération internationale qui gère. Pour les Jeux olympiques, c'est le CIO qui va gérer les contrôles antidopage. C'est eux qui demandent, le laboratoire transmet les résultats à l'autorité qui a demandé le contrôle antidopage. Et c'est elle qui, va joindre l'athlète après via directement, si c'est une fédération internationale, soit par l'intermédiaire des fédérations, si c'est dans le cas national. Une autre question? Bonjour. Oui. Allez-y. Je voulais savoir si la créatine ou la whey est une forme de dopage au bout d'un certain temps. Non. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'en me reprenant l'exemple de la caféine qui avait été évoqué ce matin par un des conférenciers, la caféine est un produit qui est ergogénique, il augmente les performances. Mais il n'est pas sur la liste de l'AMA. Donc, pour un sportif, prendre de la caféine, ce n'est pas se doper. C'est la même chose pour la carnitine. La carnitine, elle peut avoir des effets énergétiques dans certains sports. Encore il faut savoir que c'est très difficile de démontrer un effet ergogénique, mais en tout cas, elle n'est pas sur la liste éditée par l'AMA. Donc, ce n'est pas, dans le sport, ce n'est pas un dopant. Encore une dernière question? Bonjour, merci. On assiste à un développement très accéléré de ce qu'on appelle les ultra-trails. Ma question, c'est de savoir s'il y a un retour d'expérience malheureux, certainement, sur les personnes qui abandonnent à bout de souffle ou complètement exténuées et qui sont soumis qui rentrent dans le monde des patients, des hôpitaux et tout ce qui s'ensuit. Ça, je ne saurais pas répondre à votre question. Simplement, il faut savoir que l'Ultra Trail du Mont Blanc a été à plusieurs reprises surveillé. Alors, surveillé de la façon suivante, c'est-à-dire que au départ,
il y a toujours des toilettes pour que les sportifs aillent faire leurs besoins avant le départ. Et ce qu'a fait une équipe de Chamonix et de Grenoble, ce qu'ils ont fait, ils se sont arrangés pour collecter les urines, toutes les urines au même endroit, et ils sont allés rechercher les substances qui pouvaient être utilisées par ces coureurs d'ultra-trail. Et ça a été fait à 2 reprises. Et pour ce que je connais, on n'a jamais trouvé de substance de la liste. Par contre, on trouve du paracétamol à l'appel, des antidiarrhéiques, et je me souviens, des antivomitifs. Aussi au refuge du Mont Blanc, ceux qui veulent faire le Mont Blanc, ils ont fait ça aussi, ils ont récupéré des échantillons, et là on a trouvé des substances, alors qu'il n'y a pas de compétition. C'est-à-dire que ça touche quand même des gens qui veulent juste arriver en haut du Mont Blanc. Ouais, on revient à mon introduction, quoi. Le dopage, ça touche Oui, pas mais on peut prendre des diurétiques pour éviter le mal de montagne aussi. Hein. Oui, mais ils ont trouvé autre chose aussi. Nous verrons tout à l'heure si nous pouvons rajouter des questions, mais là, il ne faut pas prendre trop de retard. Je vais demander... Non, restez là. Je vais demander... Ici, il y a une question. Ah, il y a une question, là? Oui, ici. Bon, Wow. alors, vite. Allez, on ne va pas vous décourager. C'est bon? Ok. Vu que certains médicaments sont vus comme du dopage, comment font les sportifs qui sont sous traitement médical? Un sportif qui a besoin d'un traitement médical va demander une autorisation à usage thérapeutique. Et cette autorisation à usage thérapeutique, logiquement, il doit la demander 21 jours avant la prise du médicament. Ça a été étudié il y a des commissions spéciales dans tous les pays. Donc c'est étudié par 3 médecins, je crois. Et les médecins vont dire si oui ou non ils acceptent de donner cette autorisation à usage thérapeutique. Il y a des règles pour obtenir une autorisation à usage thérapeutique. Il ne faut pas qu'il y ait un autre produit non inscrit sur la liste qui puisse avoir le même effet. Et également, il faut que la dose de produit qu'on va donner, qu'on va autoriser, rétablisse les performances de l'athlète sans les améliorer. Voilà. Bon, mais... Pardon, c'est assez courant dans le cas de l'asthme. Merci beaucoup.